Ce programme vous est offert par Illico Cash. Les représentants de la RDC, du Rwanda, du Togo, de la France, des États-Unis et du Qatar se sont réunis en ces derniers jours du mois d'avril à Doha au sujet de la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Les échanges auraient tourné autour d'un dialogue entre le gouvernement et le mouvement rebelle AFC M23 qui occupe encore plusieurs territoires dans la partie est du pays. Le pays a célébré l'enseignement ce mercredi 30 avril sous une attitude de méditation. La ministre de tutelle a annoncé le thème « Éduquer pour transformer, former pour bâtir » retenu cette année malgré la situation sécuritaire difficile traversée par le pays. Un plaidoyer pour plus d'accès à l'éducation grâce à la politique de gratuité de l'enseignement a également été fait. Les débuts du second mandat de Donald Trump ont été caractérisés par une volonté de rupture avec les politiques précédentes, une affirmation des valeurs conservatrices et une approche unilatérale des affaires intérieures et extérieures. Si ces actions ont renforcé le soutien de sa base électorale, elles ont également suscité des critiques au niveau tant national qu'international. Vous suivrez un dossier fourni dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. De plus en plus de pays s'invitent dans le dialogue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda dans un conflit tant politique que militaire qui se prolonge depuis plusieurs mois. Félix Tshisekedi et Paul Kagame en personne avaient ouvert le bal avec un tête-à-tête à Doha. Depuis, il s'agit d'une des principales destinations pour parler Congo et sécurité dans la région des Grands Lacs. C'est 30 avril, les délégués de la RDC, du Rwanda, du Togo, nouveau médiateur africain, ainsi que ceux de la France et des États-Unis s'y sont retrouvés pour baliser les chemins vers un dialogue entre le gouvernement et les rebelles de l'AFC M23 qui, depuis 2022, avec le soutien de l'armée rwandaise, se sont mis à conquérir et occuper plusieurs territoires congolais. Essentiel de cet énième rendez-vous à Doha dans ce commentaire de Benjamin Moudiata. Réunis à Doha suite à la réunion trilatérale du 18 mars dernier entre les chefs d'État de la RDC, du Rwanda et du Qatar, le représentant de 6 pays dont les États-Unis, la France, les Togo et le Qatar ont réaffirmé leur volonté commune de mettre fin à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce nouveau sommet marque une étape importante dans les efforts multilatéraux pour restaurer la paix, renforcer la stabilité régionale et soutenir les développements économiques durables dans les Grands Lacs. Les discussions ont notamment porté sur le dialogue en cours entre les gouvernements congolais et les mouvements rebelles AFC M23. Un point d'orgue a été la reconnaissance de la déclaration conjointe entre les deux parties, facilitée par le Qatar, portant sur un engagement pour un cessez-le-feu immédiat. Cet accord est perçu comme crucial pour permettre un accès sécurisé à l'aide humanitaire dans une région marquée par une crise humanitaire persistante. Les participants ont aussi insisté sur la nécessité de traiter les causes profondes du conflit par un dialogue sincère et structuré. Enfin, le représentant ont salué les efforts régionaux, notamment ceux de la communauté d'Afrique de l'Est EAC et de la SADC, ainsi que la médiation menée par le président togolais Faure Gnassingbé sous l'égide de l'Union africaine. Ils ont souligné les avancées concrètes observées depuis le sommet EAC-SADC de février à Dar es Salaam et la signature de la déclaration de principe à Washington le 25 avril. Tous ont exprimé leur gratitude à l'État du Qatar pour son rôle d'accueil et des facilitations et se sont engagés à poursuivre le dialogue et les actions collectives pour un avenir pacifique en République démocratique du Congo et dans l'ensemble de la région. La journée nationale de l'enseignement est célébrée ce 30 avril dans une attitude de méditation suite à la crise sécuritaire que traverse le pays, empêchant des millions d'élèves de se rendre à l'école. Cette année, le thème retenu est « Éduquer pour transformer, former pour bâtir ». Dans son message, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté s'est réjouie de l'élargissement de l'accès à l'éducation grâce à la politique de gratuité de l'enseignement, reconnaissant que nombreux des défis restent encore à relever. Aujourd'hui, 30 avril 2025, nous célébrons la Journée nationale de l'enseignement sous le thème « Éduquer pour transformer, former pour bâtir ». À travers ce thème, nous réaffirmons une vérité simple mais fondamentale. L'éducation est le premier chantier de toute transformation durable.
Former, c'est bâtir des hommes et des femmes capables de façonner leur avenir et de construire la nation. À cette occasion, je rends un hommage appuyé à toutes celles et ceux qui chaque jour, avec patience et abnégation, transmettent nos savoirs et valeurs dans nos écoles. Nos enseignants, nos chefs d'établissement, nos inspecteurs, nos cadres administratifs portent l'espérance de la République. Grâce à eux, et malgré les défis, notre école avance. Grâce à eux, l'idéal d'une éducation publique gratuite, inclusive et de qualité devient peu à peu une réalité. Ces dernières années, ensemble, nous avons semé les graines de la transformation. Nous avons élargi l'accès à l'éducation grâce à la politique de gratuité chère au président de la République, chef de l'État. Nous avons bâti en construisant plus de 400 nouvelles écoles et en lançant dès cette année la réalisation de 3000 salles de classe supplémentaires. Nous avons amélioré la qualité en renforçant la formation continue des enseignants, en réformant nos examens nationaux et en intégrant progressivement le numérique dans l'apprentissage. Et nous avons ravivé la citoyenneté en inscrivant dans le cœur de nos écoles le serment de citoyen et en réinstaurant la levée du drapeau et l'hymne national. Chaque salle de classe réhabilitée, chaque enseignant formé, chaque élève encouragé est une pierre de plus à l'édifice d'un Congo fort et uni. Mais bâtir exige persévérance et lucidité. Les défis restent nombreux. Parmi les défis à relever justement, qu'en est-il de la situation salariale des enseignants en République démocratique du Congo? Nous en parlons dans ce journal avec Monsieur Godefroy Matondo. Il est porte-parole de l'intersyndicale de l'éducation nationale. Nous l'avons au téléphone. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit vous avez vécu cette journée? La journée d'aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire même qu'on ne l'a même pas commémoré. On n'a pas fêté parce qu'à l'heure actuelle, aucun enseignant n'est même payé pour le mois d'avril. Aujourd'hui, nous sommes les 30. On n'a pas d'argent. Comment on peut fêter même cette journée? Le problème, nous sommes restés dans la méditation. Dans la méditation, en train de penser de notre situation. Pris des engagements avec le gouvernement. Vous avez même eu à faire des concessions dans le cadre des accords de Bibois. Est-ce qu'aujourd'hui, vos revendications trouvent petit à petit gain de cause? Bon, les préoccupations sont en voie de trouver gain de cause parce que jusque-là, la commission interministérielle est en train de siéger et les soldes qui étaient prévus là, de ce qu'on s'est convenu, en 2024, en mois d'août 2024, nous avons appris, on nous a dit que ça sera payé ces mois ici, donc en paye complémentaire. C'est comme ça que nous sommes en train d'attendre dès qu'on aura touché, on aura vécu que tout s'est bien passé, même au niveau de la commission interministérielle, les statuts particuliers des enseignants et tout ce qu'on devait faire dans les thématiques. Et c'est à ce moment-là que nous dirons que tout est compris. Mais de manière générale, que pouvons-nous retenir, à votre avis, sur la situation de l'enseignant congolais aujourd'hui? Oui, la situation des enseignants, nous avons toujours l'espoir, parce que quand nous voyons d'abord le président de la République qui est en train de s'investir pour l'enseignant ou les agents, dernièrement, il venait de lancer les travaux d'élaboration de la politique salariale. C'est ce que les enseignants attendent et nous souhaiterons à ce que ces travaux puissent bel et bien commencer pour que nous puissions avoir une politique salariale. Donc, nous sommes en train de toujours d'espérer que les choses vont quand même avec la volonté politique et les choses vont s'améliorer. Mais pour le moment, on est tenté de voir. Merci beaucoup à vous, Monsieur Godefroy. Le département d'État américain a renouvelé son soutien au service de sécurité de la République démocratique du Congo dans l'inspection générale de la police nationale. C'est dans ce cadre que l'IGPNC a bénéficié ce mercredi 30 avril d'un lot
important des matériels opérationnels de surveillance pour l'accomplissement de ces missions, un acte vivement salué par le commissaire divisionnaire principal Patience Mouchidiave, inspecteur général de l'IGPNC. Dans son adresse, le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchidiave, a salué ces renouvellements du soutien du département américain au service de sécurité de la RDC, dont l'inspection générale de la police qu'il dirige. L'inspecteur général de l'IGPNC a dit tout son sentiment de gratitude envers les donateurs de ces matériels opérationnels de surveillance qui va aider son institution à bien accomplir ses missions. Les matériels opérationnels de surveillance que nous réceptionnons aujourd'hui nous aideront énormément dans l'accomplissement de nos missions, surtout sur le terrain. Nous comptons sur vous et l'avenir radio du partenariat INL Concilia et l'IGPNC. En tout cas, je vous remercie. Pour les représentants du département d'État américain, ce projet d'appui à l'IGPNC qui a débuté en octobre 2023 et qui court jusqu'à fin juin 2025, soit 21 mois, concerne non seulement l'administration centrale à Kinshasa, mais aussi les provinces du Nord et Sud Kivu, le Haut-Katanga et les Kasaï orientales. Cet appui consiste il y a plusieurs niveaux. Donc, au niveau des équipements, équipements en premier lieu informatiques, donc des matériels informatiques plus un logiciel spécialisé pour faciliter le travail au quotidien des inspecteurs de l'inspection générale. Un appui au niveau véhicule en ce qui concerne des systèmes d'électricité solaire et ainsi de suite. Et des équipements opérationnels pour le terrain. L'IGPNC continuera à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires pour le bon accomplissement de ses missions. Le rapport pilier 3 2024 de la banque Advance Congo a été officiellement présenté à la presse ce mercredi, occasion pour le DG de cette structure de présenter les défis surmontés et les perspectives de cette banque qui tient à demeurer au service de la RDC. L'année 2024 aura été une année avec pas mal de challenges, un début d'année plutôt difficile, mais rapidement rattrapé grâce aux efforts constant de l'équipe Advance Congo. C'est en ce terme que s'est exprimé le directeur général de la banque Advance Congo, Jean-Luc Nzobou, au cours de la présentation du rapport Pilier 3 2024 de cette structure. Occasion pour le numéro 1 d'Advance Congo de rappeler que cet exercice qui s'effectue conformément aux exigences de la Banque centrale traduit un engagement constant en matière de transparence, de solidité financière et de gestion rigoureuse de risques. Il témoigne de la confiance que nous souhaitons continuer à mériter de nos clients. Parce qu'en tant qu'acteurs financiers, nous avons des engagements vis-à-vis de nos différentes parties prenantes, qui sont les autorités de tutelle, mais aussi et surtout vis-à-vis du grand public et de nos clients en particulier. Jean-Luc Nzobou est également revenu sur la valeur ajoutée de Advance Congo dans le système financier congolais. Notre valeur ajoutée se trouve déjà dans notre professionnalisme. On a parlé tantôt d'avantages concurrentiels. C'est la rapidité avec laquelle nous traitons les demandes de nos clients, l'intégrité de nos collaborateurs. Traquons vraiment ce système de coûts cachés, de sorte que le client paye exactement ce pourquoi il s'est engagé. Parmi les intervenants, la DGA, Collecte Likinda, qui a martelé sur l'impact de la guerre sur l'économie financière. Le directeur marketing et commercial Herman Foucault a quant à lui insisté sur l'accompagnement de cette structure à l'inclusion financière de la RDC et son engagement à soutenir les micro-entreprises et les PME congolaises, mais aussi à contribuer activement au développement économique de ce grand pays au cœur de l'Afrique. Il est également prévu le lancement en 2025 de plusieurs nouvelles offres, notamment le Bank Wallet, qui va faciliter, n'est-ce pas, la vie à nos clients. Ils pourront accéder à leur compte où ils veulent, quand ils veulent et comme ils le veulent. Visiblement, Advance Congo continue à apporter sa pierre à la relance du secteur financier de la République démocratique du Congo et de booster davantage son essor économique.
La gouverneure du Lualaba a inauguré l'école de Sourmioué et Fata de Kolwezi de la communauté des frères Gariganzé. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée provinciale et d'autres autorités politico-administratives. Cette infrastructure autrefois menacée de disparition est complètement modernisée à la grande satisfaction des bénéficiaires directs et des responsables éducationnels. Tout un symbole de grande considération envers l'une des catégories vulnérables du Lualaba, la gouverneure de province a modernisé complètement l'école des Sourmioué de Kolwezi et Fata de la communauté Garengazé. Cette infrastructure, autrefois menacée de disparition, fait peau neuve. Déjà à son arrivée, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini a été accueillie par une partie de ses administrés en liesse, venus spontanément la remercier pour des réalisations difficiles à dénombrer pour l'instant. Les élèves Sourmioué de l'école se sont rassemblés à l'entrée pour démontrer à leur manière la gratitude à cette femme d'exception qui fait rayonner chaque jour la vision Tshisekedi dans la province cobaltifère. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée lundi 28 avril 2025 sous les yeux admiratifs du président de l'Assemblée provinciale Jean-Marie Kassea Chingambo, des membres du gouvernement Lualabé, du maire adjoint de Kolwezi et d'autres autorités politico-administratives. La ministre provinciale de l'Éducation, Kainda Kassela, les responsables éducationnels officiels et de la communauté Garengazé, bénéficiaires directs de l'action, et la délégation des élèves se sont succédés à la tribune pour saluer ce geste. Merci. On applaudit une fois de plus. Pour Marie-Thérèse Masuka, c'est l'expression de la ferme volonté de son gouvernement à réserver une place de choix à cette catégorie de ses administrés, au même titre que toutes les autres pour le développement intégral de sa chère province. Dans la vision du chef de l'État, ma politique envers les personnes vivant avec handicap n'est pas celle de les considérer comme de moins hommes qui ont besoin d'assistance, mais plutôt ma profonde conviction est celle de leur rendre leur dignité humaine et de faire respecter leur égalité de droits. Après la coupure du ruban symbolique, l'autorité provinciale et ses invités de marque ont visité les salles de classe confortablement équipées. La beauté des salles de classe, des installations sanitaires pour les filles et garçons, des bureaux, des responsables ne donnent aucune raison aux parents ayant les enfants frappés par cet handicap de le retenir à domicile. Le ministère provincial des Affaires foncières vient de lancer la campagne d'obtention de certificats d'enregistrement parcellaire dans la province du Haut-Lomami. Le déroulement a été effectif dès ce mercredi sur terrain. Sous le haut patronage du gouverneur de province Banzamouloumé Marmo, le ministère des Affaires foncières, en collaboration avec la direction des recettes du Haut-Lomami, a organisé une campagne de sensibilisation pour l'obtention des documents fonciers, à savoir les certificats d'enregistrement. Une campagne qui va du 1er mai au 30 août 2025 sur l'ensemble de la province. Le lancement a eu lieu ce mercredi 30 avril au marché central des Kamina. Après une pièce théâtrale des troupes Bwanzolo, les intervenants, il s'agit du responsable des titres fonciers et du directeur AI de la DRHL, qui ont tour à tour expliqué à la population les biens fondés de cette politique initiée par les gouverneurs de province, car, dit-on, sécuriser vos parcelles en payant les titres fonciers à moindre coût pendant cette période est une nécessité. Pour que les services des affaires foncières perçoivent les recettes, il faut que les assujettis sollicitent les titres qui soient reconnus valables, a dit l'un des responsables des affaires foncières. La population qui est zéro cahier et que chacun de nous ait au moins un titre foncier légalement protégé. Alors, nous appelons à tout le monde de se rallier derrière le gouverneur pour obtenir cet avantage, parce que cet avantage est limité. Il a donné juste 3 mois pour que chacun puisse se mettre en ordre et avoir les titres fonciers légalement protégés. Cette campagne est aussi une politique du gouverneur Banzamouloumé Marmo, celle de lutter contre les conflits fonciers dans sa juridiction.
On compte ce 30 avril 100 jours depuis que Donald Trump a retrouvé la Maison-Blanche. Un retour marqué par des décisions radicales, notamment en matière de politique étrangère. Parmi les mesures les plus fermes, la fermeture de plusieurs agences d'aide et ambassades américaines en Afrique dans le cadre d'une vaste réduction des dépenses de l'État, mais aussi l'implication du président américain dans la crise qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. 100 jours après son investiture, Donald Trump poursuit sa politique de rigueur budgétaire. Un projet de décret prévoit la fermeture d'une trentaine d'ambassades et consulats dans le monde, dont une majorité en Afrique. Objectif affiché, réduire les dépenses inutiles du département d'État, une décision qui suscite inquiétude et critiques sur le continent. Un mois après son investiture, l'actuel locataire de la Maison-Blanche avait signé un décret suspendant l'agence d'aide américaine USAID, une agence très importante pour la plupart des pays africains. Quelques semaines après, la radio américaine VOA, qui dispose de plusieurs stations en Afrique, a aussi été suspendue, ce qui a entraîné une augmentation du taux de chômage sur le continent. Les actions de Donald Trump en Afrique deviennent de plus en plus visibles et c'est dans la région des Grands Lacs que sa stratégie s'affirme avec plus de clarté. Les choses se sont accélérées ces dernières semaines avec notamment la visite à Kinshasa début avril de son envoyé spécial pour l'Afrique, qui a été reçu par le président Félix-Antoine Tshisekedi le 3 avril 2025 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la signature d'une déclaration de principe entre la RDC et le Rwanda à Washington sous la médiation américaine. Les 100 jours de Donald Trump ont aussi été marqués par des vives tensions entre son pays et l'Afrique du Sud au sujet de la question épineuse de la discrimination raciale. Les deux présidents, à savoir le Sud-Africain Cyril Ramaphosa et l'Américain Donald Trump, se sont lancés ces derniers jours dans une escalade verbale sans précédent qui a fait le tour de la toile. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Les représentants de la RDC, du Rwanda, du Togo, de la France, des États-Unis et du Qatar se sont réunis en ces derniers jours du mois d'avril à Doha au sujet de la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Les échanges auraient tourné autour d'un dialogue entre le gouvernement et le mouvement rebelle AFC M23 qui occupe encore plusieurs territoires dans la partie est du pays. Le pays a célébré l'enseignement ce mercredi 30 avril sous une attitude de méditation. La ministre de tutelle a annoncé le thème « Éduquer pour transformer, former pour bâtir », retenu cette année malgré la situation sécuritaire difficile traversée par le pays. Les débuts du second mandat de Donald Trump ont été caractérisés par une volonté de rupture avec les politiques précédentes, une affirmation des valeurs conservatrices et une approche unilatérale des affaires intérieures et extérieures. Vous avez suivi dans ce journal une analyse, un résumé sur ses premières actions, y compris pour la paix dans la région des Grands Lacs. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.